Bonjour, on est réunis aujourd'hui comme hier pour s'entretenir d'un sujet important pour le secteur de l'alimentaire Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, nous allons échanger avec les différentes entreprises autour de la table sur le sujet de l'international et de l'export. Tous les pays ont du coup lequel, le nôtre, le leur, et comment donner envie aux entreprises d'exporter. C'est aujourd'hui un thème qu'on va aborder et qu'on va échanger. Donc on va présenter les différentes entreprises qui sont autour de la table afin qu'elles échangent sur quelles sont les conditions de leur succès aujourd'hui à l'exportation, ce qu'elles ont exporté vers quel pays. Bonjour, donc je me présente, je suis Anne Bonin, donc je suis responsable marketing création chez Chocolaterie. Donc Chocolaterie qui est en fait une entreprise spécialisée dans le décor alimentaire, donc pour les professionnels de la pâtisserie, boulangerie, pour l'hôtellerie, restauration. Donc actuellement notre site de fabrication est passé à Bon-en-Chablais en Haute-Savoie et une partie de notre chiffre d'affaires se fait à l'export, notamment on va dire quand on dit export chez nous c'est en grande partie en Europe l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, une autre proportion assez importante aussi aux États-Unis, un petit peu en Asie, on aimerait beaucoup développer l'Asie et je dirais les pays, les Émirats et Dubaï. Vous exportez combien? Alors je suis navrée, je ne suis pas la personne qui pourra vous donner des chiffres, je ne peux pas vous le quantifier, mais en tout cas je pense que je vous les ai donnés par ordre d'importance. Bonjour, je suis Thierry Auriol, le directeur général de la fromagerie Guillotot qui est installée à Pélussin dans le département de la Loire et à Belay dans le département de l'Ain, qui commercialise des produits à la marque Pavé d'Affinois en France et Fromager d'Affinois à l'exportation. Nous réalisons 46 millions d'euros de chiffre d'affaires et sur ces 46 millions d'euros, 40% à l'exportation. Depuis cette année, notre première destination, ce sont les États-Unis d'Amérique qui représentent à peu près 6 millions et demi d'euros, puis vient l'Allemagne autour de 5 millions d'euros. Ensuite, nous travaillons beaucoup aussi pour toutes les destinations un petit peu exotiques dans le monde avec les exportateurs de Rungis, et en particulier ils servent un pays qui est en fort développement chez nous, c'est l'Australie. Donc nous réalisons à peu près 3 millions d'euros avec les exportateurs de Rungis. Ensuite, la Belgique et les Pays-Bas 1 million d'euros, la Suisse 500 000 euros et le Japon 200 000 euros. Puis après, des tas de destinations plus ou moins importante. Bonjour, Chantal Place, je suis la présidente des établissements Place. Nous sommes fabricants de charcuterie à côté de Villefranche-sur-Saône dans l'Ain et nous exportons également du fromage, mais du fromage affiné, puisque c'est également une autre étape de la fabrication. Voilà, donc nous faisons un chiffre d'affaires d'environ 4,5 millions, donc 15% à l'export. Les pays les plus représentatifs chez nous sont les États-Unis d'Amérique, avec une expérience importante, notamment au niveau des salaisons. Que nous attendons notre agrément USDA pour cette année, après l'avoir perdu en 2004. Ensuite, nous exportons beaucoup en Afrique, francophone, mais également anglophone. Quelques pays d'Asie, Singapour, Chine, également l'Indonésie, Jakarta, et puis l'Europe également. Voilà. Mais on est surtout présent au grand export, donc les pays limitrophes. Bonjour, Benjamin Lévy. Oh, pardon. Il faudrait parler un petit peu plus. On va parler plus fort. Donc, on va essayer. Bonjour, Benjamin Lévy. Je travaille pour les Marrons Humbert. C'est une entreprise ardéchoise, familiale, qui travaille en gros à 50% à l'export.
travaille principalement pour les laboratoires de boulangerie, pâtisserie, restauration, industrie. Les 50% d'export se font principalement en Asie pour des raisons culturelles. Et on a d'ailleurs très récemment ouvert un bureau commercial, une société d'importation de produits Humbert au Japon, justement pour des raisons de différence culturelle et d'envie de proposer de la qualité et de la quantité en même temps. On exporte principalement en Asie, aux États-Unis, beaucoup en Europe. Il nous reste toute l'Europe de l'Est et le Moyen-Orient à ouvrir. Voilà, donc Roland Charles, je représente plutôt le petit pousset du tour de table. C'est-à-dire que nous, on a une très jeune entreprise, pâte-à-tartiner.fr. Donc on fabrique uniquement de la pâte à tartiner, 100% sans huile de palme. Et on existe depuis 2010, on fait un chiffre d'affaires de 300 000 € et au niveau de l'export, c'est extrêmement limité chez nous puisqu'on a déjà un marché français qui est assez immense pour nous à conquérir. Mais on a de la demande à l'export et c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, notamment en Suisse, pour l'instant, nos clients suisses nous font livrer sur des adresses frontalières et après ils se débrouillent pour faire passer les produits. Et sinon, on arrive à livrer des clients sur les pays frontaliers où il n'y a pas de problème douanier, mais on n'a aucune connaissance sur la problématique de l'export. Donc pour l'instant, on se limite au marché français, mais on voit qu'il y a de l'intérêt aussi autour. Donc il y a un intérêt et c'est un des éléments de débouché ou de développement d'entreprise. Alors, ce sera un des éléments de développement de l'entreprise, notamment quand les pays qui nous entourent seront de plus en plus sensibilisés au problème de l'huile de palme, aujourd'hui qui est relativement franco-français. Et à partir du moment où les pays frontaliers en prendront conscience, je pense qu'on aura une petite place à se faire aussi. Donc l'export, on regarde pour l'instant comment ça se passe. Et on va essayer d'apprendre des autres. Par rapport au sujet aujourd'hui, l'idée étant de donner envie et de favoriser cette dynamique d'exportation, c'est peut-être que chacun explique quels sont les points forts, quels sont les points de succès qui les ont conduits dans leur expérience d'exportation, et puis aussi quels sont les points de faiblesse et quels sont les échecs. C'est vrai que vous avez une expérience dans ce domaine-là important par rapport aux États-Unis, le poids de la réglementation qui est souvent un frein, comment vous avez fait pour le contourner, comment ça s'est passé. L'idée c'est d'échanger, que vous puissiez partager, que vous puissiez aussi motiver, mais aussi alerter sur toutes ces contraintes. Vous voulez peut-être un peu expliquer sur ce qui s'est passé dans l'expérience de l'entreprise sur les États-Unis et ses contraintes. Et puis c'est vrai que la fromagerie Gyotto à l'encontre se développe beaucoup aux États-Unis, comment tout ça a pu être contrecarré et bougé. Et parfois des incidents aussi. Alors, pour les États-Unis, pardon, excusez-moi. Voilà, donc je peux dire que je connais bien ce marché américain dans la mesure où moi-même j'avais 23 ans quand je suis partie pendant 10 ans aux États-Unis, m'y installer à l'époque pour des contraintes qui depuis ont disparu, enfin depuis peu en 2000, voilà, parce qu'on ne pouvait absolument pas tenter d'exporter de la charcuterie aux États-Unis puisque un blocage par rapport à nos ports français et européens à l'époque. Donc j'ai passé 10 ans, à vrai dire, où nous avons fabriqué des produits qui étaient bien sûr sous nos recettes françaises, mais fabrication américaine, californienne d'ailleurs. Et donc, pour ce que je connais, bien différent, malgré tout, malgré notre savoir-faire, de ce que l'on peut prétendre à l'export, parce que effectivement, il y a bien sûr des terroirs, des alimentations qui sont différentes, des savoir-faire locaux par les personnes qui travaillent qui sont différentes, et que l'on a beau en fait apporter un vrai savoir-faire français, on n'arrive pas forcément à reproduire exactement le produit franco-français. Donc dans cette spirale, on a effectivement fabriqué pendant une vingtaine d'années aux États-Unis, jusqu'au jour où
décembre en fait de New York, me disant que à l'annonce donc de l'ambassade française aux États-Unis, il y aurait à partir de janvier 2000 une libéralisation par rapport à cette négative, par rapport à cette fièvre porcine qui condamnait en fait les exportations de France. Donc ceci étant dit, donc je me suis intéressée sur le dossier export français et cet agrément USDA, c'est-à-dire la branche agriculture du département américain. Et nous avons eu un agrément USDA à partir de juin 2002. Donc ça a pris 2 ans et demi de travail très complexe avec nos services sanitaires français, donc bien entendu locaux d'abord, et puis DGAL, etc. Donc nous avons eu enfin cet agrément et nous avons donc envoyé plusieurs containers vraiment de salaison jusqu'en janvier 2004 où pour des raisons, je pense pouvoir le dire, plutôt politiques qu'économiques, un certain nombre et toutes les entreprises françaises de viande ont été délistées de l'USDA. Et donc à partir de ce moment-là, ça a été vraiment un parcours du combattant puisque nous sommes en 2013 et que nous n'avons toujours pas retrouvé ce numéro d'agrément, malgré énormément de travail, de support et de prise de connaissance du dossier que l'on a pu faire valoir tant aux instances politiques qu'économiques qu'administratives. Donc on a effectivement eu beaucoup de mal pour retrouver le chemin des États-Unis sur la viande. Et donc je peux pouvoir dire que normalement on devrait pouvoir retrouver ce numéro d'agrément en juillet de cette année. Et par rapport à ça, pour essayer de changer, donc en synthèse, vous aviez trouvé une solution qui était une production locale, mais qui n'était pas optimale parce que pas forcément en phase avec les produits français que vous vouliez exporter. La solution a été, grâce à cet agrément, de pouvoir refaire un lien commercial avec des produits franco-français. Elle a été arrêtée et donc elle vous a empêché de développer et de faire de développement commercial sur place aux États-Unis, alors qu'il y avait une demande. Et puis maintenant, donc vous êtes en attente de pouvoir retrouver vos bases commerciales, d'essayer de faire votre développement, mais tout ça vous en est empêché par une réglementation très sévère qui, jusqu'à aujourd'hui, vous a empêché de le faire. Sur l'expérience vécue des États-Unis, on parlera vraiment d'autres pays, mais vous avez les mêmes contraintes au niveau de la fromagerie, comment ça se passe? Oui, je confirme que les contraintes sont aussi lourdes pour la fromagerie, avec effectivement une capacité des États-Unis à réserver régulièrement des surprises. Après les attentats du 11 septembre, ça a été le Bioterrorisme Act qui inquiétait tout le monde parce qu'il était mis en place un certain nombre de procédures administratives très lourdes. On doit annoncer le contenu des bateaux ou des avions avant que la marchandise ne quitte le territoire européen, et plus récemment l'an dernier sur des aspects sanitaires avec une restriction importante des normes en matière de bactériologie qui nous faisait craindre le pire. Donc le niveau d'exigence en matière de réglementation sanitaire de la Food and Drug Administration qui gère les importations de produits alimentaires aux États-Unis est effectivement très grande. Et nous, on a en ce moment une petite difficulté. On est dans un processus d'import alert, c'est-à-dire qu'au regard d'une analyse réalisée au cours de l'été dernier, on a un résultat qui n'est pas conforme.
donc l'ensemble de nos produits qui arrivent actuellement sur le marché américain sont analysés. Les lots sont libérés parce que les analyses sont conformes, mais on doit acquitter le prix de ces analyses. On a la chance d'avoir un marché important et là aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, des clients qui jouent le jeu et qui continuent à commander nos produits en dépit d'un délai de livraison qui est un petit peu plus long. Mais bon, voilà, on a cette contrainte. Alors nous, on a connu un développement intéressant aux États-Unis quand on s'est intéressé de manière un peu plus précise à ce qu'ils appréciaient. On fait des fromages à goût doux, c'est un avantage pour exporter parce que tous les pays n'ont pas la tradition fromagère de la France et des autres pays européens. Et ce qu'apprécient les Américains dans nos fromages, c'est le caractère onctueux et le fait qu'en vieillissant, ils ne prennent pas d'amertume. Donc on a développé cette activité quand on s'est intéressé au fait d'avoir une durée de vie de nos produits plus longue. En France, quand on s'est créé, on fabriquait des petits produits, 150 grammes, 200 grammes. Et quand on voulait vendre ces produits aux États-Unis, la durée de vie en rayon n'était pas suffisante. Donc on a décidé de faire des produits à gros format, 2 kilos, qui sont ensuite découpés sur place par les distributeurs. Et là, notre activité a fortement cru. Du coup, on a même l'an dernier, pour la première fois, lancé un produit aux États-Unis avant de le lancer en France. Il s'agit d'un fromager aromatisé à la truffe. On achète de la truffe Melanosporum dans la Drôme, des brisures de truffe qu'on intègre dans notre recette. On pensait en vendre une trentaine de tonnes dans l'année et le produit a eu un excellent succès puisqu'on en a vendu presque 100 tonnes aux États-Unis. Du coup, on n'a pas pu en vendre en France parce qu'on n'avait pas suffisamment de brisures de truffes de réservées d'avance. Donc on ne l'a vendu que pour les fêtes en France et voilà. Donc on essaye d'adapter notre offre au goût de la clientèle. Il faut dire aussi qu'en France, on va dire qu'on a un positionnement moyen de gamme. On est présent dans la distribution, dans la grande distribution. Aux États-Unis, on a plutôt un positionnement haut de gamme parce que les amateurs de fromage sont plutôt situés sur les deux côtes, sont plutôt des consommateurs avec un fort pouvoir d'achat. On est le premier fournisseur de fromage d'une chaîne qui s'appelle Whole Food, qui est une chaîne qui vend des produits naturels et biologiques avec des concepts de magasins de centre-ville plutôt haut de gamme. Donc on a un positionnement un petit peu différent aux États-Unis et en France. Donc par rapport à ce que vous disiez, donc l'adaptation au pays, au goût et aux sensibilités et aux typicités, on va dire, sensorielles des pays est un élément important. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous avez adapté des productions, des fabrications, donc des produits au pays sur lesquels vous exportez? Tout à fait. En l'occurrence, pour les États-Unis, on adapte fortement Nous, on est dans le domaine du décor, donc de l'esthétique, donc on va s'adapter forcément au goût des Américains. Donc on sait qu'ils sont souvent très avant-gardistes, c'est eux qui lancent un petit peu les modes, les cupcakes par exemple. Donc nous, typiquement, les cupcakes sont arrivés à Paris, on va dire, l'année dernière, mais aux États-Unis, c'est une grande mode depuis très très longtemps. Du coup, ça nous permet de travailler un petit peu de temps en temps en avance, on va dire, sur certains projets. Mais surtout, il y a un deuxième point qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'ils admirent évidemment notre savoir-faire français, la pâtisserie française. Et donc, tous les grands classiques de la pâtisserie, comme les éclairs ou tout ce genre de pâtisserie un peu travaillée, ils n'arrivent pas à les faire. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même certains pâtissiers français qui s'installent là-bas et qui cherchent à développer ce genre de pâtisserie et qui font donc appel à nous pour développer des décors sur mesure, pour les intégrer sur le marché américain. Donc, et notamment aux États-Unis, on travaille plus particulièrement avec des distributeurs qui redistribuent des produits haut de gamme. Donc très souvent, c'est dans ce genre de produits qu'on s'inscrit aux États-Unis. Et pour venir par rapport en ce qui concerne les contraintes des États-Unis, chez nous, c'est plus les contraintes d'exportabilité au niveau des colorants. La législation, là, elle fait qu'il y a certaines couleurs qui sont acceptées ou pas.
Donc ça c'est un de nos gros soucis vis-à-vis de l'export aux États-Unis, et sinon l'export un peu partout c'est la casse et le climat. Donc pareil pour le chocolat, l'envoi de produits fragiles, ça se brise très souvent, et les différences de température qui sont très très fortes dans le continent américain. Donc là on fait appel à on met en place des conditionnements réfrigérés pour des petites caisses de chocolat qui se vendent en plus à des sommes, c'est vraiment même pas des produits très chers, donc des fois c'est paradoxal parce que ça nous freine à ce niveau-là, vu que s'il n'y a pas des grosses commandes et que le conditionnement est tellement plus cher que le produit en lui-même, là on a un gros souci aussi vis-à-vis de ça. Donc on est limité, on va dire, par rapport à ça. Il y a beaucoup de clients qui du coup ne passent pas par nous pour s'achalander dans ce genre de produits. C'est à la fois un peu comme je pense le fromagerie Giotto, un tremplin d'innovation, parce que le fait de s'adapter, ça conduit à bouger, c'est une source de développement, à la fois parce qu'il faut s'adapter et puis prendre aussi dans les pays leur goût, leur envie ou leur développement à eux qui vient s'intégrer au propre de l'entreprise, mais aussi les contraintes en termes, on va dire, logistiques ou de conditionnement ou climatiques. Ils vont aussi demander de s'adapter, mais c'est aussi une source d'innovation pour les produits locaux à terme, j'imagine. Tout à fait. Là, justement, par exemple, nous, on essaye de travailler maintenant sur ça va peut-être pas trop vous parler, mais des impressions. Nous, notre matière de base, c'est de l'impression à base de beurre de cacao, donc une matière qui fond. Donc du coup, on va essayer de travailler sur des matières qui fondent beaucoup moins. Donc on va justement travailler dans une innovation dans ce sens-là pour pouvoir exporter à la fois aux États-Unis et dans d'autres pays chauds en Asie, où là, ils sont aussi très friands de ce genre de choses. On a parlé beaucoup des États-Unis. Vous avez quand même beaucoup parlé de l'Asie, qui est aussi un marché très important. Donc l'expérience asiatique pour Humbert, le marron, c'est un produit fétiche et plébiscité par l'Asie. C'est un produit qui est plébiscité par l'Asie. C'est un produit. L'Asie est un grand producteur de châtaigne. La Chine est le premier producteur mondial de châtaigne. Mais ils produisent une variété de châtaigne qui est complètement différente de la variété qu'on peut produire en Europe, qui ne rentre pas dans la Castanea sativa, et qui, le châtaignier chinois, fournit une châtaigne qui sera très jaune, très farineuse, très fade, sans aucun doute. Donc il y a effectivement des politiques de protectionnisme de la part des Chinois, de la part des Japonais, qui essayent de mettre en valeur leur châtaigne, qui est culturellement, qui a toujours été présente dans la gastronomie chinoise, la gastronomie japonaise, qui est très proche aussi du haricot rouge. C'est une manière de voir les choses en pâtisserie qui leur est propre. Ils sont habitués à la texture assez farineuse de la châtaigne. Ils ont toujours travaillé ce produit. Et la châtaigne européenne étant beaucoup plus subtile en termes de goût et des caractéristiques gustatives beaucoup plus intéressantes, l'Asie, le Japon en particulier, est la première destination d'exportation de tous les fabricants de produits à base de marron en France et je pense en Europe. Vous parliez de la relation avec le distributeur qui est très importante. La maison Humbert a récemment fait une expérience assez intéressante. Nos ventes en Asie avaient tendance à stagner, à ne pas évoluer, alors que l'Asie devait représenter 30% à peu près du chiffre d'affaires de la maison, en tout cas le Japon. Et le dirigeant de la société, M. Noji, a décidé de partir au Japon pour aider le distributeur à s'implanter. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de support de la part du distributeur, qui souhaitait vendre un produit haut de gamme, se donner une image de marque, mais en aucun cas développer les volumes de vente. Et le marché de la distribution au Japon est très particulier. On est quasiment marié à un distributeur. Les choses sont très très hiérarchisées au Japon. Et donc M. Nogier a réussi à se faire éjecter par son distributeur et à créer du jour au lendemain sa société d'importation au Japon,
et se retrouve au bout de 2 ans d'expérience avec entre 30 et 50 distributeurs différents au Japon, alors qu'avant il n'en avait que 3 ou 4. Et en gros, on était tombé sur le mauvais cheval. On avait un distributeur, c'est vraiment très important d'insister sur la relation humaine qu'on peut avoir avec son contact dans le pays dans lequel on exporte. Et aujourd'hui, Monsieur Nogier joue au commercial, il prend son bâton de pèlerin, il va voir les distributeurs, il croit dans son produit, il le vend. Et il fait ça en relation avec Madame Nogier qui maintenant s'occupe plus de l'usine en France. À savoir que pour tout ce qui est barrière douanière, on a une chance, c'est qu'on travaille uniquement 3 ingrédients, du marron, de la vanille et du sucre. Donc on ne dépend pas des services vétérinaires, on dépend uniquement du service des fraudes. Et l'exportation nous en est grandement facilitée. Donc par rapport à ce que vous dites, le témoignage que vous apportez, c'est le poids, ça renforce le poids du distributeur. Et ça aussi renforce le poids que l'exportation est un parcours assez long. On peut faire des erreurs et c'est aussi de ces erreurs que vous avez appris et que vous avez monté un autre système, vous avez mis en place un autre système de distribution ou de diffusion. Et c'est grâce à ça aussi que, grâce à ces expériences d'échec, vous avez pu aujourd'hui reconquérir le marché japonais. Je pense que dans le domaine de la gastronomie en général, on est obligé de se remettre en question en permanence. On a la chance en France de rayonner mondialement quant à la gastronomie. On a la chance aussi d'avoir beaucoup de meilleurs ouvriers de France meilleurs ouvriers de France ou non, dans divers secteurs d'activité qui s'exportent très facilement, qui ont énormément d'influence à l'étranger. Je vois l'expérience de Monsieur Nogier, il rencontre plus de pâtissiers connus au Japon que moi-même en France ou en Europe. On connaît beaucoup plus de monde grâce au Japon. Donc la gastronomie, le savoir-faire et le rayonnement de cette gastronomie, de ces savoir-faire, ce que vous disiez, est un vrai tremplin. Ce sont des vrais relais dans les pays pour pouvoir aider à l'exportation d'entreprises françaises sur ces pays-là. C'est grâce à ça aussi qu'on arrive à se développer et à asseoir et à créer des réseaux et des relais. C'est un élément important. Donc, le savoir-faire, la gastronomie, son rayonnement est un appui pour l'exportation. Énorme. Parce que, alors, pour plusieurs raisons, la gastronomie, c'est quelque chose c'est les racines, c'est la racine des gens. La gastronomie est aussi le synonyme de ses origines. Et les échanges, Madame a vécu 10 ans aux États-Unis. J'étais tout à l'heure avec nos importateurs québécois qui disaient à 20 mètres de distance, on va vendre beaucoup de marrons à une entreprise et pas à l'autre, parce que le créateur de la dite boulangerie, pâtisserie est originaire de France ou d'une région avec une tradition de marron, s'est installé dans le pays, mais garde ses origines, il garde ses habitudes, il garde ses préférences. Et donc lui, à Noël, ne peut pas se passer de marron, par exemple. Alors que son voisin, à 50 mètres, est originaire d'un pays dont la culture est différente et va donc proposer des produits diamétralement opposés. La gastronomie d'un socle. C'est un socle qui nous permet aussi de nous appuyer sur ce socle-là pour bâtir nos réseaux commerciaux à l'étranger. Juste pour avant clôture, donc tous ces témoignages, vous êtes débutant dans la vie d'entreprise, on va dire. Vous avez été pris en 2010, vous faites de l'exportation sans forcément l'avoir anticipé, mais parce que les gens viennent à vous et que pour l'instant vous contournez le problème en faisant du frontalier. Aujourd'hui, ces témoignages vous donnent-ils envie et comment envisagez-vous d'exporter, de vous structurer pour exporter? Alors, donner envie pour l'exportation, on entend les contraintes, etc. Déjà qu'en France, on en a beaucoup. Alors, de plus en plus, on se dit, bon, on va déjà rester chez nous, faire ce qu'on sait faire avec nos clients à proximité. Et pour l'instant, quand on a des cas d'exportation possibles, ou de personnes qui viennent de pays étrangers sur les salons, qui nous rencontrent et qui nous demandent si on exporte, on dit qu'on
on passe par des structures de distributeurs qui, eux, ont l'habitude. En fait, aujourd'hui, pour l'exportation, on préfère privilégier un distributeur qui sait faire, nous achète les produits, après il les revend, on passe par ce biais-là pour rentrer sur d'autres pays. Mais quand je vois les différents témoignages, ça renforce aussi notre volonté de bien s'étendre sur la France, de se faire notre place en France. Et puis l'export, ça reste une opportunité, un bonus, et pas un objectif premier pour l'instant. C'est sûr que le côté gastronomie française est porteur, donc après d'avoir nos produits reconnus en France et reconnus aussi par des utilisateurs français qui ont un rayonnement international, ça nous aidera certainement. Donc le besoin de soutien déjà pour les entreprises naissantes, d'avoir des relais locaux pour pouvoir commencer c'est l'accompagnement, oui, on a à même l'exportation. Et puis un peu ce que vous disiez, ce que vous dites souvent, c'est que l'exportation est une stratégie d'entreprise. Donc, si je peux rebondir sur ce qui a été dit, notre entreprise est assez récente, hein, elle va avoir 30 ans, donc elle n'est pas très ancienne au regard de beaucoup d'entreprises rhône-alpines. Et nous aussi, on a commencé à faire de l'export en frontalier. On a d'abord commencé à vendre des produits en Rhône-Alpes, puis après on est allé un petit peu en dehors de Rhône-Alpes, et puis on vendait bien en Alsace, donc il y a des Allemands qui s'y sont intéressés, il y a des Suisses qui s'y sont intéressés. Et quelque chose de très important que vous disiez tout à l'heure, il faut trouver le bon cheval. Aujourd'hui, on a réussi aux États-Unis, on a réussi en Allemagne. Alors, on a réussi, on reste des nains hein, sur ces marchés-là, il faut le dire, mais on a plutôt une bonne activité au regard de notre activité à nous, parce qu'on a trouvé les bons interlocuteurs, les bons intermédiaires. C'est pas le cas en Angleterre où on est voisin de zéro. C'est pas le cas dans le sud de l'Europe où il n'y a pas une tradition de consommation de pâtes molles puisqu'on vend des pâtes molles. Donc effectivement, ce qui est important, c'est de trouver le bon interlocuteur, et l'interlocuteur qui nous a fait évoluer aux États-Unis, c'est notre agent. Hein. On a un agent qui commercialise les produits d'une douzaine de fromageries françaises, plutôt des produits d'appellation d'origine. On est le seul produit qu'on va qualifier de moderne pour ne vexer personne. Et c'est lui qui nous a amené à évoluer sur certaines recettes. Donc c'est important d'y aller aussi, je pense, progressivement. Et puis après, quand ça a pris du poids dans la taille de l'entreprise, ça devient obligatoirement un élément stratégique. Et puis, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est un élément stratégique important pour équilibrer les domaines d'activité stratégique de l'entreprise. Nous, en France, on vend à la grande distribution, on vend à la consommation hors domicile, on fait un petit peu de sous-traitance pour quelques autres industriels. On a cette activité à l'exportation, ça permet de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier. Et quand on a un pépin avec un distributeur, ou quand on a un petit souci à l'export, comme je le disais tout à l'heure, aux États-Unis, tout ça uniquement parce qu'ils ont restreint leurs règles et que leurs règles sanitaires sont beaucoup plus drastiques que les règles européennes. Les quelques fromages avec lesquels on a eu des problèmes aux États-Unis seraient commercialisables sans aucun problème sur le marché de l'Union européenne. Donc ces barrières sanitaires, ces barrières douanières, ce sont des vraies contraintes. Il faut aussi dire qu'on a le plein soutien des autorités françaises au travers de la Direction générale de l'alimentation, au travers des services vétérinaires qui nous aident à revenir, c'est la question probablement d'un ou deux mois, de sortir de cette phase assez coûteuse. Hein. L'activité se poursuit, l'activité se développe, mais elle est contrainte par des coûts d'analyse. Donc les services consulaires, les services de l'État nous aident à en sortir le plus vite possible en essayant d'étayer un petit peu plus nos argumentations professionnelles. Mais c'est important d'avoir le bon partenaire pour pouvoir se développer. Le bon partenaire, la bonne cible, savoir s'adresser à un pays dont on sait que la culture va permettre une implantation, dont on sait aussi que la proximité ne va pas engendrer des coûts trop importants, et savoir s'entourer. C'est vrai qu'il y a énormément d'aides qui sont proposées par l'État aux entreprises pour, à peu de frais, pouvoir essayer de s'implanter dans un pays. Écoutez, je vous remercie. Pour conclure, oui, l'exportation est une vraie opportunité de développement des entreprises. Elle a
un certain nombre de paramètres, qui est de bien écouter le marché sur lequel on veut aller, de pouvoir s'adapter, d'en adapter les produits, parfois les normes de distribution. Mais c'est aussi une relation avec les hommes et trouver le bon distributeur. Et c'est aussi quelque chose d'important dans la démarche. Mais j'entends qu'il y a aussi, une fois qu'on a compris ce marché, c'est un marché fidèle et sur lequel on peut s'appuyer et qui est une vraie complémentarité avec les marchés nationaux. Et que c'est une vraie stratégie de développement.